Ariel. Je voulais la présenter pour vous dire qu'on a quelquefois des belles rencontres en matière d'éthique. Ariel, peut s'asseoir. On a des belles rencontres. Et vous savez, il y a un institut qui s'est créé qui s'appelle l'Institut Raphaël. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Institut Raphaël, qui était à Levallois-Perret. Donc un cancérologue a créé une structure assez innovante, pour ne pas dire très innovante, qui s'appelle l'Institut Raphaël. On accueille des personnes soit au cours, soit en fin d'un traitement du cancer, où ces personnes ont accès à toutes sortes de propositions. Ça va du cours de cuisine de haut niveau au sport, à l'accompagnement psychologique, comment lutter contre la maladie. Bref, c'est un concept très très innovant qui se développe. Et à l'Institut Raphaël, on a monté un espace éthique, un groupe de réflexion éthique. Et en discutant avec Alain Toledano, il dit « J'ai rencontré une perle de la philosophie et de la poésie, Ariel ». Et donc, il y a à peu près un mois, on a monté un cercle de philosophie à destination des personnes atteintes par la maladie ou leurs proches, mais également des professionnels. Et Ariel était intervenue, et c'est elle qui va accompagner la démarche sur le souci de soi. Qu'est-ce que c'est être soucieux de soi quand on est atteint d'un cancer? Et puis ça a été éblouissant. Alors c'est pour ça qu'on s'est permis, j'ai demandé à Paul Loup, qui est ici présent, où il est, Père Loup, qui me donne l'autorisation de l'inviter. Et donc il a accédé à cette demande. Et Ariel a décidé de parler de la consolation, qui nous semblait aussi un concept tout à fait important. Donc je voulais la remercier tout particulièrement et de vous dire que ce n'est pas la même chose d'aborder les questions éthiques quand on est avec des personnes qui vivent la maladie ou qui ont été éprouvées par la maladie ou qui sont des endeuillés de la maladie. Et on en a rencontré, y compris dans une autre rencontre, que de vivre d'une manière un peu théorique la réalité de l'éthique. Notre force, c'est que la plupart d'entre vous sont sur le terrain, donc on a aussi cette expérience, mais vue du point de vue du professionnel. Elle a eu un grand prix de la poésie. Vous regarderez, je ne vais pas vous faire toute la publicité sur quelle est la personne. Vous verrez, on m'a dit que c'était comme le concours de la littérature, le prix que tu as eu. Donc un merci tout particulièrement. Et ça sera une belle manière, à mon avis, de clore ce parcours de 10 heures de l'éthique, qui l'année prochaine sera peut-être 15 heures de l'éthique. Mais moralement, il vaut déjà 20 heures de l'éthique. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel pour cette très très chaleureuse présentation. Bonjour, bonsoir, je sais pas, à toutes et à tous. Comme vient de le dire Emmanuel, j'observe cette année la vie d'un institut de soins en cancérologie qui s'appelle effectivement l'Institut Raphaël avec un F. Alain Toledano qui a fondé cet institut avec Anna Lamalem ont appelé cet institut comme ça parce que c'est l'ange de la guérison dans la Bible, l'archange de la guérison. Et à cet institut sont proposés donc des soins médicaux et paramédicaux qui sont organisés en synergie. Et donc l'enjeu de cet endroit, c'est de créer un espace d'accompagnement global visant à prendre en compte la personne dans son intégralité physique, émotionnelle et psychique. Et de multiples parcours de soins sont élaborés par des infirmières qui décident avec les patients et avec les médecins d'un programme complètement personnalisé et complémentaire. Donc effectivement, avec, par exemple, ça va se répartir sur une semaine. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a ses traitements de chimiothérapie tel jour ou ses traitements de radiothérapie tous les jours, comme vous le savez. Et par exemple, le lundi, cette personne vient en atelier de lecture. Le mardi, va voir l'onco-esthéticienne pour avoir des soins pour la peau, parce que ça déshydrate beaucoup. Le mercredi, la personne peut aller faire de la danse avec d'autres, etc. Et l'enjeu est aussi de permettre des rencontres de patients et de soignants, mais de patients qui vivent des épreuves finalement comparables, et de soignants qui ont tous une spécificité qui leur est propre, qu'elle soit artistique ou qu'elle soit paramédicale. Voilà. Et donc, l'immersion qui est la mienne dans cet institut a fait surgir une question que j'aimerais partager avec vous. Et c'est une question qui en est à peine une. C'est plutôt un trouble, tant elle s'élabore à partir de sensations infimes et de perceptions confuses qui sont difficiles à cerner. Je me demande quel est le rapport entre le soin et la consolation. À l'Institut Raphaël, le phénomène que j'observe me semble être celui de la traversée,
les patients traversent la maladie et ils sont traversés par elle. Et les soignants ont pour rôle d'accompagner cette traversée dans les deux modalités où elles se rencontrent, qui sont les modalités de l'action, on traverse la maladie d'un côté, et de la passion, on est traversé par la maladie, du traitement et de la passivité. Et la passivité, la douleur, évidemment, comme vous le savez, est du côté de la passivité. Dans Violence de la maladie, violence de la vie, Claire Marin donne à entendre une origine étymologique de la consolation qu'elle reconduit au verbe solare en latin. Solare, ça signifie deux choses très contradictoires, qui est à la fois dépeupler, vider, rendre inhospitalier, et d'un autre côté, à l'inverse, rendre plus doux, adoucir, apaiser. Et ce mot, solare, ce verbe, a la même racine qu'un adjectif. Ça, Claire Marin n'en parle pas, mais quand même, ça a la même racine qu'un adjectif qui est solaris, et qui veut dire ce qui est tourné vers le soleil, solaire. Ça a donné tournesol. Et donc, nous dit Claire Marin, il suffit d'ajouter le préfixe cum, qui signifie avec, et on entend la consolation comme le fait d'être avec ceux qui adoucit, d'être du côté de ceux qui se tournent vers le soleil. Et elle oppose la consolation à la désolation, où on est laissé tout seul à la solitude, tout seul dans ce qui se dépeuple, se vide et se détourne du soleil. La raison pour laquelle j'aimerais interroger le lien entre le soin et la consolation tient précisément à ce cum de la consolation, ce avec, à la notion d'accompagnement. Si consoler consiste à accompagner quelqu'un dans une souffrance qu'il doit traverser et qui le traverse, alors, évidemment, le soignant console par sa présence et par sa vocation, d'ailleurs. Pourtant, consoler signifie aussi, et notamment très vivement à l'âge classique, l'action de détourner l'attention de ce qui est pénible pour la rediriger vers une idée apaisante. En ce sens, la consolation est une forme de diversion. Elle brise la fascination affligée et tente de mettre en mouvement vers autre chose. En ce sens-là, de ce qui aère, le soignant, et c'est surtout vrai du médecin, n'est pas du côté de la consolation, puisque sa présence même rappelle la maladie, voire incarne la maladie. Il ressemble en fait, ce médecin, et par extension ce soignant, au porteur maudit de la mauvaise nouvelle. Et rencontrer le médecin, c'est en un sens prendre rendez-vous avec la mauvaise nouvelle elle-même. La situation du soignant par rapport à la consolation est donc paradoxale. D'un côté, le soignant est au plus haut point celui qui accompagne, puisque le patient s'en remet à lui avec une confiance qui rappelle celle d'un enfant. Et d'un autre côté, il est celui devant qui le patient est un patient, c'est-à-dire un malade. Dans la relation au médecin, la maladie a une place première, et c'est par la maladie que cette rencontre-là se produit. Et on ne rencontre ce médecin, on ne rencontre ces soignants que parce que l'on est confronté à sa propre catastrophe, à sa solitude et à sa vulnérabilité. Le soignant se trouve dans une situation paradoxale d'accompagner tout en désolant. Quand on le voit, on pense à sa maladie. Dans le cas du médecin, on ne pense même qu'à cela, et ce qu'il a à dire est souvent vécu comme un bouleversement majeur. Et une ancienne patiente de l'Institut me racontait sa réaction lors de l'annonce de son cancer. C'était, m'a-t-elle dit, une nouvelle qui ne voulait pas entrer en elle et semblait rebondir sur son front comme un ballon,
avec une sidérante étrangeté. Et dans le cas de l'annonce, le problème de la consolation est particulièrement vif. C'est un dialogue qui n'en est pas véritablement un, puisque l'échange se brise par le contenu même de ce qui se dit. Loin de faire lien, cette forme de parole, l'annonce de la maladie, ouvre évidemment un espace de désolation. Et c'est cette mauvaise nouvelle qui s'est trouvée formulée par les mots du médecin, par sa voix, qui inaugure la relation d'accompagnement, de consolation comprise comme coexistence, comme compagnie alliée dans l'épreuve. Prenons simplement la voix du médecin. Elle porte à la fois l'annonce du drame, auquel les patients, quand il s'agit du cancer, associent fantasmatiquement l'idée de la mort, et elle porte aussi le programme permettant de traverser ce drame, et souvent d'en guérir. C'est une voie à la fois fatale et destinale. Elle brise la linéarité du temps en introduisant l'infraction du réel et construit un parcours à suivre auquel il faut se soumettre sous peine de mourir. Pour vivre, il faut obéir à cette voie-là et par extension aux voix des soignants qui portent également, par effet de capillarité, cette ambivalence. Cette voie de la catastrophe et du programme à suivre, qui est la situation de la désolation consolante ou de la consolation désolante, me fait penser à une autre voie. Cette autre voie, on ne l'entend pas d'abord. Une rumeur en rapporte la possibilité. C'est une apparition nocturne au moment où l'on monte la garde. C'est une voix que Shakespeare annonce par une apparence qui est aussi une apparition. Dans la bouche terrorisée d'Horatio, et Hamlet lui demande « Vous ne lui avez point parlé ?» Question à laquelle Horatio répond « Si, monseigneur, mais il ne fit aucune réponse. Une fois cependant, il me sembla qu'il levait la tête et ébauchait un mouvement comme s'il voulait parler. Mais à ce moment-là, le coq du matin a chanté, et à ce cri, il s'est enfui en hâte et a disparu de notre vue. Hamlet, c'est très étrange. Horatio, sur ma vie, mon vénéré seigneur, c'est vrai. Et nous avons pensé qu'il était de notre devoir de vous en informer. Hamlet, certes, certes, messieurs, mais cela me trouble. Comme Hamlet, avant d'entendre la voix qui parle d'un lieu désolé et effrayant, lieu étrange et troublant, le patient est averti par une vague rumeur qui lui parvient et le glace. Son corps, c'est Horatio, qui a vu quelque chose, un spectre empêché de parler. Le symptôme a la même fonction qu'Horatio dans la pièce de Shakespeare. Il décide le patient, il décide Hamlet, à se rendre au rendez-vous pour entendre cette voix annoncée de manière fantomatique sans rien dire. Quand Hamlet se rend sur les remparts à minuit et qu'il dit, à la scène 4 de l'acte 1, « L'air mord âprement, il fait très froid », il attend la voix qui tout à la fois le désole et le console. Il va trouver cette voix pour entendre le message qu'elle garde pour lui seul. De même, le patient attend la nouvelle, il veut savoir, même s'il ne sait pas ce qu'il veut savoir. Cette voix du soignant que le patient va consulter est une voix que le patient devance. Il va au-devant d'elle. Hamlet n'est pas visité contre son gré par le spectre de son père. Le spectre de son père n'arrive pas en pleine nuit le réveiller pour lui dire « Réveille-toi Hamlet, j'ai quelque chose à te dire ». Hamlet va le trouver. Il veille pour ça. Il veille parce qu'il lui est désormais impossible de vivre sans entendre ce spectre. L'attente du patient, comme celle d'Hamlet, a deux versants et se prépare doublement. C'est une attente qui oscille comme un pendule. Elle est chargée de la consolation et de la désolation possible.
mais l'incertitude est invivable. Et donc la voix doit trancher, elle doit dire quelque chose. Et quoi qu'elle dise, entendre soulage d'attendre. Hamlet exprime ainsi la fébrilité précédant sa rencontre avec la voix du spectre. Que tu sois un esprit de salut ou gobelin damné, que tu apportes avec toi la brise du ciel ou les souffles de l'enfer, que tes intentions soient mauvaises ou charitables, tu viens sous une forme si provocante que je veux te parler. Je te nomme Hamlet, roi, père, royal danois. Oh, réponds-moi. Vous aurez entendu que le spectre a le même nom que le personnage, et d'ailleurs que la pièce entière, Hamlet. Entendre la voix, c'est d'abord nommer, et le nom précède la voix. Pour le patient à l'Institut Raphaël, le nom anticipé dans la voix du soignant est quasiment un nom propre, tant cette maladie est propre à chacun. Cancer. Dans Hamlet, le nom est Hamlet. La comparaison entre la situation du patient et celle d'Hamlet peut être continuée car, par ce nom, c'est avec lui-même que le patient, comme le héros de Shakespeare, a rendez-vous. Un rendez-vous avec ce qui hante et veut parler, et, parlant, donne une mission qui devient destinale. Il s'agit de la vengeance dans Shakespeare et des traitements à l'Institut Raphaël. Quoique Suzanne Sontag ait dénoncé la métaphore de la lutte et de la guerre pour penser la chimiothérapie dans la maladie comme métaphore, il s'agit tout de même d'une situation d'attaque intérieure qui doit être contrée. Il faut, dans la pièce de Shakespeare, se venger de quelqu'un qui a tué le père et qui avait le même sang que lui. C'était son frère, l'oncle du personnage. Le cancer aussi a le même sang. Lui aussi est fratricide et détruit de l'intérieur sans rien dire, exactement pour la même raison que le frère du roi, pour s'approprier le pouvoir. Ainsi, on peut préciser l'ambiguïté de la position du soignant qui désole et console. Il est la voix de ce qu'il y a de plus hostile et de plus intime. C'est avec sa propre vie que l'on a rendez-vous en allant le voir. L'oscillation entre consolation et désolation est une hésitation entre l'intérieur et l'extérieur. La voix du médecin, certes, sort de sa bouche à lui, mais elle parle de ce qui se passe au-dedans du patient. Comme le spectre de Shakespeare, elle se rencontre dans la solitude la plus âpre, dans la désolation au sens étymologique, puisque c'est sous la lune qu'Hamlet entend le spectre, loin du soleil. Mais elle est consolante, cette voix, au sens où elle est là. Elle parle, elle est une autre voix, une parole adressée, une présence au cœur même de la désolation, du froid et des remparts à minuit. La présence du soignant est donc située, elle aussi, entre un monde lunaire et un monde solaire, entre l'intérieur de la solitude et l'extériorité de la relation et de la présence. Elle est du dehors, ce qui vient incarner la situation désolante du dedans, la rendre tangible et permettre d'agir. Le soignant est alors une médiation, un détour qui part d'un soi malade pour rejoindre un soi guéri. Au trouble qui me pousse à me demander si la relation de soin se situe du côté de la consolation, je ne peux pas répondre. Mais la comparaison du patient avec Hamlet me conduit à voir dans le soignant une présence extérieure qui représente le destin intérieur vécu dans la maladie. Si bien que l'ambiguïté de la place du soignant, et parce que cette ambiguïté ne peut pas se stabiliser, rend la relation entre le patient et le soignant absolument singulière. Le soignant supporte d'être la voix qui s'adresse au patient du plus profond de ses entrailles. Il accepte que sa voix, à lui, se déplace et prenne corps dans la maladie du patient. Quand cette relation s'achève, cette relation de soin, que ce soit le plus souvent avec la guérison et parfois avec la mort, s'achève quelque chose d'inouï.